Everybody. Bonjour et bienvenue à tous. Good morning, good afternoon, Bonjour, bon après-midi, bonne soirée where you are. et quel que soit l'endroit où vous soyez. Dr. Prosper Yag, Je suis le docteur Prosper Yag et je suis président de la African Pharmaceutical Forum, Forum pharmaceutique africain, this session. de la FIP, et je suis le modérateur de cette session qui fait partie d'un événement organisé par la FIP. Next. The topic of Le sujet de cet événement, en fait, c'est le rôle des pharmaciens dans la prévention du diabète, le dépistage et la gestion, le traitement. Et j'aimerais remercier tous les intervenants invités aujourd'hui qui ont accepté d'être avec nous et qui ont accepté de partager leurs connaissances avec nous. Merci à tous les participants d'être venus, d'être ici avec nous maintenant. The webinar is being recorded. Donc, ce webinaire est enregistré et en live stream sur YouTube. Et donc, vous avez une traduction simultanée de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais de chaque intervenant. Et s'il vous plaît, choisissez votre canal en bas de l'écran. Et ensuite, l'enregistrement sera disponible sur notre site web www.events.fip.org. Et vous pouvez aussi poser des questions en utilisant la boîte à questions qui est fournie, donc dans les bulles. You are welcome to provide feedback. Donc, tout feedback, tout retour d'information de votre part concernant ce webinaire sera bienvenu sur webinars@fip.org. Et pour être membre de FIP, vous pouvez aller consulter le site www.fip.org/membership registration. FIP would like to thank La FIP voudrait remercier Sanofi pour leur soutien à cet événement digital qui event focusing on Africa. c'est un événement qui va en fait se focaliser sur l'Afrique, sur cette série, et merci pour Sanofi Afrique. The learning of Merci à Sanofi Afrique. Donc, les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, d'abord, c'est d'améliorer la connaissance des pharmaciens par l'exploration du rôle des pharmaciens en termes de prévention, de dépistage et de traitement du diabète dans la région Afrique. Second, Et ensuite, de montrer les tendances, mettre en valeur les tendances actuelles de santé numérique, les nouvelles applications pour les patients et les services innovants dans la région Afrique. Et puis, troisièmement, identifier les besoins et les priorités des pharmaciens dans la prévention et la gestion du diabète dans la région Afrique. next. Today's program. Aujourd'hui, le programme, After my introduction, et une fois que j'aurai fini mon introduction, il y aura 3 speakers, Daniela, donc 3 intervenants, Daniela Mounene Imran Bismillah, et Imran Bismillah Professor Mohamed et professeur Mohamed Yassine d'Algérie. Ensuite, rest of the program, le reste du programme consiste en un partage sur les initiatives de la FIP, sur la prévention, le dépistage et la gestion du diabète. Et d'abord, on aura des questions-réponses et puis ensuite, après ça, on aura les sondages et puis je commenterai vos opinions et je conclurai le webinaire. Next. Danielle. Daniela est une professionnelle de santé avec une grande expérience en termes de qualité. Elle est très dynamique. Et elle a été la présidente de la Pharmaceutical Society of Kenya. Elle en est maintenant la vice-présidente de notre organisation membre
au Kenya et je vais lui passer la parole pour qu'elle nous parle des tendances dans la santé numérique et les nouvelles tendances par rapport au diabète dans la région Afrique. Daniela, la parole est à vous, ma sœur. Merci beaucoup, Prosper. Merci pour cette présentation et je suis vraiment très heureuse de participer à cette communiqué de pharmaciens du monde entier pour parler du diabète et ce que l'on peut faire différemment pour empêcher en fait et réduire la diffusion de cette maladie partout et en Afrique en particulier. Je voudrais d'abord dire que je voudrais parler en premier lieu donc l'image du diabète dans le monde entier et au Kenya en particulier. Donc le nombre de décès a augmenté entre 2000 et 2019 de 70% d'augmentation avec une 80% d'augmentation de décès parmi les hommes. Et il va falloir se focaliser donc sur les hommes en tant que centre d'attention, groupe qui a besoin d'attention particulière. Et il va falloir faire de la prévention, de la communication. La prévalence de cette maladie au Kenya est de 3,3%. Ça, c'est un sondage de 2015. Et la projection, c'est que ça augmenterait à 4,5% vers 2025, ce qui représente à peu près 1,5 million de personnes en 10 ans. On sait que pour combattre le diabète, l'OMS a dans leurs objectifs sur les maladies non contagieuses, en fait, ont un objectif d'augmentation de 0% en termes d'obésité et de diabète et qu'on sait aussi que dans le UN Sustainable Development Goal, l'objectif de développement durable, en fait, c'est de renforcer la capacité à gérer les risques de santé. Comment est-ce qu'on arrive à remplir ces objectifs en tant que pays, en tant que professionnel, en tant qu'association professionnelle, en tant qu'industrie? Comment est-ce qu'on joue notre rôle pour atteindre ces objectifs? Et je voudrais parler des pharmaciens d'abord parce que les pharmaciens peuvent participer et collaborer avec d'autres acteurs dans le système de santé pour combattre le diabète. Et je vais vous montrer de quelle manière dans la slide suivante. Et je vais également parler des barrières ou des obstacles principaux à la mise en œuvre et de vous parler aussi du rôle de la santé numérique. Donc, pour ceux qui se demandent où se trouve le Kenya, c'est en rouge ici sur la carte, sur la côte est de l'Afrique, juste à côté de l'océan Indien. Et en fait, notre population est de 55 000 personnes avec une augmentation, avec une espérance de vie de presque 70 ans. Ainsi, donc, pour pouvoir en fait atteindre nos objectifs, il faut que les pharmaciens jouent leur rôle en collaborant en tant qu'acteurs du système de santé pour combattre le diabète de différentes manières. Bien sûr, il y a le dépistage du monde. En fait, en général, les pharmacies sont les premiers qui cherchent un soin de santé, c'est-à-dire qu'ils sont la première étape et la dernière étape sur le parcours de santé. On ne sait pas quand le patient arrive, passe notre porte, où ils vont aller après avoir quitté notre pharmacie. Donc, il faut vraiment qu'on maximise notre action et lorsque c'est nécessaire, et lorsque c'est possible, eh ben, on doit faire du dépistage du diabète, mais ça doit être en fait être intégré dans un système de référencement. Et donc, si en fait le taux de sucre dans le sang est élevé, à qui le renvoie-t-on? Vers qui le dirige-t-on? Donc, il faut vraiment s'installer dans un système de référencement intégré
où les systèmes de santé des pays sont structurés de cette manière, ça va et on a de l'espoir. Mais quand ça n'est pas en place, eh ben, il faut vraiment que les professionnels de pharmacie et de santé jouent leur rôle et collaborent dans des scénarios incluant les généralistes et les hôpitaux. Et qu'il y ait un endroit où on envoie les patients et qu'on ne les laisse pas juste suspendus comme ça. Ils viennent et ils partent sans savoir la suite. Et en fait, on est presque le dernier point de vigilance. Je parle des pharmacies de ville, les pharmacies communautaires. Donc, on est le dernier point de vigilance qui peut soulever l'alarme par rapport aux médicaments en fait non conformes, falsifiés, contrefaits. Et il faut être conscient de tous les mécanismes qui sont mis en place. Donc, il faut bien connaître les médicaments. Il y a d'autres choses qui peuvent soulever nos soupçons par rapport aux produits falsifiés. Donc là, à ce niveau-là, on joue un très, très grand rôle parce que une fois que les médicaments atteignent les patients, en fait, ils ne savent pas trop quoi en faire et beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques en particulier vont partir avec une réserve pour 3 mois. C'est pas pour des trucs, des antibiotiques, une antibiothérapie sur quelques jours, sur une semaine. Et c'est des patients qui partent avec des médicaments au long cours sur plusieurs mois. Et donc, pour les 2, 3, 6 mois, 9 mois, ils vont être en particulier plus vulnérables par rapport aux risques que représentent ces médicaments non conformes. Et je pense également que les pharmaciens peuvent fournir en fait une éducation du patient par rapport à la maladie, par rapport aux médicaments, en termes de modification de style de vie. Donc, le conseil sur la consultation médicamenteuse. Donc, on peut également donc, conseiller les patients par rapport à comment gérer leur vie. On peut aussi faire une revue des médicaments ou de la gestion de la thérapie. Et il nous faut aussi participer aux formations, superviser ou donner des cours directement dans les écoles. Et il nous faut continuer à vérifier que les curriculums, les programmes couvrent ces questions de diabète et ce qu'il faut donner comme conseil de changement de style de vie. Donc, les solutions numériques peuvent vraiment nous aider à accélérer notre marche vers ces objectifs. Et donc, 0% d'augmentation d'obésité et de diabète, c'est un objectif. Donc, ça, c'est voilà, dans notre système de santé, en fait, les solutions numériques ont été identifiées comme pouvant vraiment aider à faire face à ces défis des maladies non contagieuses. La santé numérique permet de rendre accessible pour tous, y compris dans des zones difficiles d'accès. Et donc, il y a eu une projection en 2018 qu'il y aura une augmentation de 300% d'utilisation par rapport à 2022, qu'il y aurait 23 000 plus de 23 000 applications, enfin 23,5 d'applications concernant le diabète dans le monde entier, ce qui représente en fait un gros contraste par rapport aux 6,1 millions de 2017. Donc, les solutions sont, par exemple, sans y être limitées, les applications d'information par rapport aux médecins et aux médicaments et aux maladies. En fait, la télémédecine, l'e-consultation, la e-pharmacie et des dispositifs portables. Donc, certaines des solutions que l'on voit et qu'on utilise dans notre continent, c'est qu'en fait, des applications sur lesquelles les gens peuvent avoir des informations compréhensibles dans leur langue
par rapport à leur maladie. On a aussi vu une augmentation des dispositifs portables, c'est-à-dire que l'on peut porter sur soi. Les gens souscrivent à des services payants ou gratuits. Et j'ai vu également, en fait, il y a eu un article sur des interventions de coaching par rapport à la santé digitale. Donc, il faut avoir des systèmes, en fait, des promesses abordables, des options qui soient efficaces, adaptées et disponibles, enfin, abordables. Donc, en fait, tous ces systèmes-là ne peuvent pas être des systèmes indépendants et insulaires. Il faut qu'il y ait en fait une intégration de tout ça et que tous les professionnels de santé, ça revient à cette notion d'une pratique collaborative, une pratique intégrée, avoir des dispositifs qui puissent renvoyer les données du patient à leur médecin traitant. Donc, tout ça, c'est des solutions qui ont besoin d'être designées et puis qui signifient aussi un besoin d'augmenter en fait la connectivité et la visibilité de ces données. Donc, les obstacles à la mise en œuvre de ces propositions, ce qu'on peut améliorer, en fait, c'est dans la pratique pharmaceutique, il faut vraiment se débarrasser de la rigidité parce que c'est un des obstacles les plus importants. Et je voudrais dire que la pratique traditionnelle, dans notre langue, c'est Biri Maratatu en Swahili, ça veut dire 3 comprimés 3 fois par jour. En fait, c'est vraiment la pratique de on vous prescrit quelque chose et puis pas de questions, pas de conseils, il n'y a qu'à suivre. Il suffit de leur dire 2 comprimés par jour. On ne sait pas ce que ça veut dire, 3 fois par jour. Donc, c'est tellement générique et large. Donc, en fait, les gens ont des questions sur comment je peux prendre 2 comprimés en 3 fois. Donc, là où les choses n'ont pas évolué, c'est qu'il faut vraiment aider les pays et les associations, les pharmaciens et donc à adapter leurs pratiques aux moyens d'aujourd'hui. On a aussi une fragmentation des pratiques pharmaceutiques. Et quand les pharmaciens sont indépendants et insulaires, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de partage de données, il n'y a pas de réseautage des pharmacies. Donc, il faut vraiment qu'on travaille à défaire cet obstacle parce que, en fait, une personne peut recevoir un avis d'un pharmacien et ensuite ils seront perdus. Il faut vraiment qu'on mette en place des mécanismes intégrés de renvoi vers et de recommandations. Donc, pour combattre ça, en fait, il faut améliorer le rôle des pharmaciens et puis augmenter la visibilité et le partage des données et puis ensuite en fait, concevoir aussi des dispositifs pour communiquer avec les soignants. J'espère que cela vous aura donné un petit aperçu de ce que l'on peut améliorer par rapport à la prise en charge des maladies, en particulier du diabète. Prosper, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Daniela. Merci. Merci, je suis très impressionnée. Ça a été très informatif, cette présentation. Donc, le deuxième intervenant vient d'Afrique du Sud. Nous allons voir en fait cette partie importante du continent, ce pays puissant. Bienvenue, Imran. Merci, professeur Prosper. Et merci, Daniela, pour votre présentation très informative. Bonjour collègues et bonjour à tous les pharmaciens. Je m'appelle Imran Bismillah et je travaille en tant que chef du centre de pharmacie à Johannesburg, donc un centre spécialisé dans le diabète et l'endocrinologie.
Donc, j'ai un diabète de type 2 moi-même et je voudrais vraiment remercier du fond du cœur pour cette invitation pour parler de cette question du diabète, donc qui me touche personnellement. Et on va passer au suivant. Merci. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont ici aujourd'hui que vraiment, le spectre du diabète, j'aimerais vous dire que, et que les gens peuvent avoir accès à des soins abordables et tout, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et voilà, cette slide va vous montrer qu'en fait, le diabète reste endémique et c'est en train de spiraler et d'être hors de contrôle. Donc, si on ne le sait pas encore, donc en Afrique subsaharienne, en fait, il y a 24 millions de vies qui sont impactées. Donc, 1 sur 2 sans diagnostic. Et ça, c'est vraiment ce qui le fait le plus peur. C'est-à-dire qu'il y a 134% d'augmentation prévue. Mais en fait, de toutes les régions, c'est celle qui est la plus touchée. Et l'Afrique subsaharienne, c'est que les cas de diabète touchent les gens en dessous de 60% chez les adultes âgés de 20 à 79 ans. Donc, l'expérience qu'on est en train de perdre par rapport à la gestion des diabètes et puis les complications qui auraient pu être empêchées, c'est énorme. Donc, quand on discute les statistiques, il faut aussi se rappeler en fait la charge du coût du diabète sur le système de santé. En fait, les systèmes de santé doivent prendre en fait de charge du soin. Et ben en fait, c'est après hospitalisation à cause d'une complication du diabète que en fait le patient reçoit un diagnostic. Et en fait, les conditions primaires ne sont pas vérifiées, ne sont pas contrôlées pendant des années. Et ça, c'est vraiment un problème énorme pour les professionnels. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au dépistage et par rapport à la prévention du diabète et de la complication du diabète? À partir de là, on peut voir clairement que en fait, ce qui est nécessaire pour alléger cette charge, c'est qu'en fait, avoir un dépistage et en fait, avoir un plan de gestion exhaustif une fois qu'on a établi un diagnostic. Donc, on a un grand rôle à jouer dans cette structure. Pourquoi les pharmaciens? Pourquoi? Examinons quelques faits pendant quelques minutes. Les pharmaciens sont les plus rapidement accessibles par rapport à tous les soignants. Donc, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour parler à son pharmacien. Il n'y a pas à contourner des secrétaires, un agenda surchargé. Les pharmaciens formés à conseiller les patients sur des traitements, ça, c'est un fait. En fait, on a les outils nécessaires et puis les formations pour faire le dépistage. Donc les pharmaciens ont les connaissances suffisantes pour conseiller sur les choix de vie, sur les exercices, et en fait vraiment empêcher la progression du diabète, on est équipé pour. Ça facilite en fait le fait que les pharmaciens soient faciles à aborder et accessibles. Ça permet de mettre en place un système de recommandation rapide pour dire aux patients, ben, vous devez aller voir tel niveau de soins. Donc, on voit beaucoup plus souvent nos patients que tous les autres soignants. Et plus on a de points de contact,
plus ça signifie d'opportunités pour qu'il y ait une détection précoce du diabète. Ça, c'est un fait. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas, ces possibilités? Donc, si on ne les utilise pas encore, pourquoi? Donc, il faut comprendre deux aspects très, très critiques. D'abord, comment est-ce que nos patients nous voient et comment nous-mêmes nous nous voyons? Et comment est-ce que nous mesurons notre rôle dans le cadre de cette équipe de soins de santé? En fait, en Afrique, les patients nous voient seulement comme des fournisseurs de médicaments. Que ce soit une pharmacie hospitalière ou une pharmacie de ville, en fait, ce qu'ils nous voient, c'est que on va leur donner des médicaments, ils nous payent et puis ils partent avec. Est-ce que chacun, et donc, dans les économies d'échelle dans notre profession, on risque de nous avoir fait perdre ce point de vue, en fait. Donc, il faut vraiment repenser cette situation et il nous faut pour ça nous regarder. S'il faut pour nous rester pertinent et avoir que notre présence dans ce tableau fasse sens, il faut qu'on se questionne. Et il faut que ce soit une prise en charge patient-centrée. Et il faut que le pharmacien se voit comme faisant partie d'une équipe de soignants, d'une chaîne intégrée qui permette un parcours pour que le patient puisse atteindre les objectifs. Seule cette approche nous permettra d'avoir un résultat positif. Donc voilà, Nomsa, c'est une personne qui a 67 ans, avec un diabète de type 2 depuis 17 ans. Elle est sur des médicaments Peros. Son médecin a décidé que pour pouvoir descendre ses chiffres, il veut la mettre sur une insuline hybride 2 fois par jour. Et il lui a dit de prendre ça 2 fois par jour, avant le petit déjeuner, avant le dîner. Et puis ensuite, il lui prescrit aussi de prendre des goûters en milieu de matinée et puis avant d'aller au lit. Ça, c'est vraiment génial. Super travail de la part du pharmacien. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, Nomsa, une fois qu'elle est retournée faire une visite, en fait, elle a développé des symptômes osmotiques. Son médecin lui demande, vous avez pris votre insuline? Oui, bien sûr. Et en fait, dans la pharmacie, donc voyons ce qui se passe au niveau de la pharmacie. Donc, le pharmaciste commence à lui demander gentiment à parler avec elle pour comprendre quelle est sa situation économique, ses conditions de vie, ce qui lui permet de comprendre en fait. Donc, la plupart des jours, Nomsa, elle ne mange qu'une fois par jour. Donc, le deuxième repas du jour avec lequel prendre son insuline, ça n'a pas de sens. Bon, you're going to fast. Il va trop vite, je suis désolée. Donc elle a eu des événements hypoglycémiques très sévères. Et les voisins sont venus sans savoir quel était son problème. Et puis, ils lui ont donné du thé sucré. Et ils ne savaient pas qu'en fait, ils allaient sauver sa vie parce qu'en fait, cet événement hypoglycémique, en fait, ça a vraiment mené à une peur réaliste de problème de l'insuline. Et en fait, c'est ce qui a amené en fait son niveau de HbO à s'élever jusqu'à 10%. Donc,
Une fois que ça a été identifié, le pharmacien a engagé une équipe pour réévaluer en fait son diabète et son plan de traitement. Donc ça inclut en fait une évaluation totale par le pharmacien et puis avec une pharmacienne. Une fois que ça a été fait, un diététicien spécialisé en nutrition autour du diabète lui a donné des conseils sur l'alimentation optimale, adaptée en plus à sa situation économique. Lui conseiller en fait aussi de l'exercice adapté à son parcours chronique. Parce que en fait, la sensibilité à l'insuline peut être augmentée. Le pharmacien a continué à voir NAMSA tous les mois et à chaque fois, il discute avec elle et chaque opportunité était une opportunité d'éduquer pour mieux lui faire comprendre ce qu'elle devait faire et mieux comprendre ses conditions et pour surveiller ses niveaux de glucose. Et en prenant ce temps-là, en montrant de l'empathie, en levant tous les obstacles, en éduquant le patient et en l'amenant à changer de style de vie, en tant qu'équipe de soignants, ça peut permettre de faire une différence dans la vie des gens et d'améliorer leurs circonstances. Donc ces résultats ont été remarquables ensuite après cette prise en charge. Donc, ce qu'il faut noter dans ce modèle, en fait, de nos patients, il faut apporter à nos patients ce dont ils ont besoin, une prise en charge respectueuse. Donc, il ne faut pas avoir peur d'une collaboration avec une équipe de soignants pour fournir à nos patients le meilleur soin possible, la meilleure prise en charge, pour que nos patients comprennent quel est leur problème et qu'ils puissent exercer des choix informés. En fait, il faut qu'on soit sur un modèle de plug and play, c'est-à-dire quelque chose de naturel qui soit fluide. Parce que si vous essayez de forcer, ça ne marchera pas. Mais si on essaye de faire du plug and play, c'est-à-dire quelque chose qui soit adapté et qui s'insère de façon fluide dans la vie du patient, il y aura une observance. How else can we as pharmacists then, if you ask? Donc, qu'est-ce qu'on demande aux pharmaciens là? Donc, c'est into our pharmacy, we know he's a diabetes patient and we can see he's gaining weight. We have to act immediately and very carefully advise our patient on lifestyle changes, improvement in diet, reduction in carbohydrates, improving the fiber intake. Et puis ensuite, donner des conseils pour amener à un changement, à une amélioration de leur régime. Tout ça par rapport à l'exercice, par rapport à ce qu'ils doivent manger de fibres, de carbohydrates. Tout ça, ça va amener des résultats. Il nous faut agir immédiatement parce que notre travail en tant que pharmacien, c'est de s'engager. On peut en fait fournir des systèmes qui leur permettent de voir par rapport à leur régime, par rapport à leur style de vie, les résultats que ça peut avoir sur leur niveau de glucose. Et ça, ce niveau, il pourra leur être montré lorsque vous pourrez, lorsqu'ils peuvent accéder à une mesure. Et donc, de leur permettre d'accéder à ces mesures, ça leur permet de voir que jouer sur certaines choses va avoir un impact sur ces niveaux. Donc, d'avoir en fait des dispositifs de test et de surveillance des niveaux de glucose, il faut qu'on apprenne à nos patients à prendre ces données, à les télécharger, à les mémoriser pour pouvoir en faire un suivi. Ça leur permet de suivre et de prendre le contrôle. Et ça peut vraiment, de façon extraordinaire, améliorer
Donc, on peut créer on peut rappeler régulièrement par SMS ou par d'autres manières à nos patients où ils en sont. Donc, ces points de contact humain, ces points de contact technologiques, ça peut permettre de réduire le risque de complications et d'hospitalisation, c'est-à-dire que ça peut réduire la charge qui pèse sur notre système de santé qui est déjà très, très pris. Nous sommes dans la position de pouvoir présenter à nos patients en fait des dispositifs électroniques qui sont les technologies modernes. Ces dispositifs ont fait leurs preuves par rapport à leurs résultats sur la diminution des niveaux de glucose. Donc, des meilleurs choix de nutrition s'en suivent, une meilleure prévention. Je voudrais juste voir ici, noter la réduction importante dans les complications liées au diabète grâce à juste un petit changement dans le HbA1c en tant qu'indicateur du contrôle de diabète. Donc, en fait, c'est des tendances que l'on peut voir aussi chez les patients de diabète de type 1. Donc, Lise est une patiente qui a 45 ans, qui souffre de type 1 depuis 40 ans. Et puis, elle a une pompe avec un AccuCheck Combo. Et puis, ses derniers chiffres d'HbA1c, c'est de 8,7%. Et puis, elle a une rétinopathie proliférative bilatérale et elle a vraiment peur de façon très réaliste de l'hypoglycémie. C'est intéressant aussi de voir que à chaque fois qu'il y a 1% d'augmentation, ça augmente la progression de sa rétinopathie. Et donc, ça 1% d'augmentation du HbA1c, ça augmente le risque de rétinopathie de façon importante. Donc, je vais passer rapidement à la slide suivante. Finger prick blood glucose monitor testing device. Donc, ici, c'est sur un finger prick, c'est-à-dire une pointe sur le doigt. Donc, ça, c'est une sonde. Donc là, on voit un graphe qui est assez aplati, en fait. Et veuillez noter que plus il y a de temps, donc, en fait, il faut que nos patients restent dans cette courbe pour pouvoir avoir un outcome, en fait, des résultats à long terme beaucoup plus intéressants. Basically improved Liz's HbA1c. Her time in range went from 29% on the old system to 75% on the new system. Donc, 29% dans l'ancien système à 2% drop in HbA1c. Donc, on a une baisse de 2% et c'est vraiment un chiffre très, très important. Sorry guys, I had to push to that. Donc, je voudrais juste dire qu'on pris un rôle vital dans le traitement, pas simplement de leur diabète, mais de toutes les conditions, toutes les situations chroniques et pour empêcher la progression des maladies. Donc, il nous faut vraiment, nous avons le devoir en tant que pharmaciens, pas simplement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de les populations cibles de nos soins, qu'il faut vraiment qu'on mette tous la pression sur les gouvernements et Big Pharma pour réduire les coûts de ces technologies très chères et les rendre plus accessibles et plus abordables
à la population générale. Et si on continue simplement à mettre cette pression, eh ben, en fait, on va pouvoir réduire le poids du diabète et de sa prise en charge. Et il nous faut comprendre que pour qu'on puisse, nous, faire partie et avoir notre place dans le système de santé, eh ben, il faut qu'on sache ce qu'on doit apporter aux patients pour améliorer leur situation. Rappelez-vous, chers collègues, que ce voyage de milliers de kilomètres commence avec un premier pas. Merci à tous. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imran. Conclusion and for your Et merci pour cette conclusion interesting- et merci pour cette présentation scientifique très intéressante. Okay, thank you. Merci beaucoup. Le prochain et donc vient d'Algérie, Then he is Professor Mohamed Yassine. c'est professeur Mohamed Yassine Achouri, qui est membre de la Fédération algérienne de pharmacie, Very dynamic member. un membre très dynamique de la FIP. Alors, la présentation sera faite en français. La présentation sera faite en français. Professeur, Professeur, c'est à vous. c'est à vous. Je rappelle que les CV sont dans la chat box. Non, les CV sont dans la chat Merci. box. Ouais. Donc maintenant, c'est à vous, professeur Yassine. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de la FIP de m'avoir permis de vous dresser un état de lieu sur la prise en charge de la maladie diabétique et du rôle du pharmacien en Algérie dans ce domaine. Donc, suivante. L'Algérie est située au nord-ouest du continent africain, s'étalant sur une grande superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Elle est le premier pays d'Afrique en matière de superficie, le 9e du monde. La population résidente est estimée à 43 millions d'habitants en 2019 et elle s'est accrue à un rythme annuel de 1,93%. Le revenu par habitant s'élève à 4 300 $, ce qui classe l'Algérie dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires. Suivante. Diapo suivante. Donc, les dépenses de santé par habitant dans le pays sont de l'ordre de 290 $, ce qui représente 7,1% du PIB, dont les dépenses publiques sont de 70% et le privé représente 29% des dépenses liées à la santé. Next. Diapo suivante. Donc, à l'instar de l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord, le système de santé en Algérie est fondé sur le principe que la santé n'est pas seulement un droit universel fondamental, mais aussi une ressource de développement économique et individuel, ce qui nécessite une attention vraiment particulière. Suivant. Si le système de santé en Algérie a enregistré des résultats incontournables depuis l'indépendance du pays en 1962, il est passé par en réalité 4 grandes étapes. La période post-indépendance entre 1962 et 1973, la période qui est appelée en Algérie communément la période des gratuités des soins entre 1974 et 1987, où l'Algérie a opté pour une économie socialiste, et la troisième période depuis 1987 à 2007, où on a assisté à une dynamique de réforme et de privatisation de la santé, et enfin depuis 2007 à ce jour. Suivante. Suivante.
Donc, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, elle disposait de moins de 500 médecins, dont 50% d'Algériens, quelques pharmaciens, une vingtaine, pour couvrir les besoins de 10 millions d'habitants. La situation sanitaire du pays était dramatique. Les indicateurs de l'époque se caractérisaient par une mortalité très élevée. L'espérance de vie à la naissance était à peine de 50 ans et il y avait un médecin pour 20 000 habitants et un pharmacien pour 50 000 habitants. Le nombre de pharmaciens ne dépassait pas une centaine. Et plusieurs maladies transmissibles étaient à l'état endémique, telles que le paludisme, le trachome et la tuberculose. Suivant. Depuis quelques années, l'Algérie est exposée maintenant à une triple transition. Une transition épidémiologique caractérisée par un recul des maladies transmissibles et une augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que le diabète, une transition démographique avec une baisse de la natalité et un accroissement de la longévité, ce qui est un facteur de risque de la maladie diabétique, et également une transition économique grâce à un passage d'une économie planifiée à une économie du marché, parallèlement à une crise financière qui a touché en plein fouet le pays. Donc, ça a une influence sur la prise en charge du diabète. À côté de ce constat, il y a des acquis incontournables qui ont été obtenus avec une augmentation de l'espérance de vie qui a passé à 61 ans en 1988 et elle est actuellement à plus de 75 ans, ainsi que la réussite de plusieurs programmes nationaux de santé contre la tuberculose, la malnutrition, le paludisme et la mortalité infantile. Suivante. Donc, à partir de 1986, une dynamique de réforme a été réalisée avec l'autorisation d'ouverture des cliniques privées en 1986, avant tout ce qui était prise en charge sanitaire était public, la levée du monopole d'État sur le médicament avec l'autorisation d'installation des producteurs privés en 1991 et la mise en application de l'activité complémentaire aux praticiens de santé publique, donc qui pouvaient exercer à mi-temps au niveau du privé. Suivante. L'année maintenant 2017, donc depuis 2017, l'Algérie a connu la mise en application d'une nouvelle organisation sanitaire avec la création de ce qu'on appelle les établissements publics hospitaliers chargés de la prise en charge spécifique des maladies chroniques et transmissibles telles que le diabète, et les EPSP, qui sont les établissements publics de santé de proximité, qui sont chargés de la prise en charge primaire de cette maladie, dans le but d'une hiérarchisation des soins qui a permis, diapo suivante, donc cette hiérarchisation des soins a permis de donner un nouveau modèle au système de santé en Algérie qui est devenu un système de santé mixte avec un compromis entre le modèle bismarckien et le modèle beveridgien. Donc, actuellement, le système de santé en Algérie est un système mixte avec une prédominance bismarckienne lorsqu'il s'agit des soins de santé primaires et de la prise en charge privée, et une prédominance beveridgienne lorsqu'il s'agit de la prise en charge spécifique au sein des établissements hospitaliers. Diapo suivante. L'hiérarchie de soins dans ce réseau public comprend en réalité 4 étapes.
le niveau D qui correspond aux soins de base et qui comprend la prise en charge primaire des maladies, dont le pharmacien joue un rôle très important, le niveau C qui correspond aux établissements publics chargés de quelques soins spécifiques tels que les accouchements ou bien la prise en charge materno-infantile, le niveau B qui sont spécialisés pour dispenser des soins de santé dans les établissements de santé, et enfin le niveau A qui est un niveau des établissements hospitalo-universitaires qui est chargé de la prise en charge spécifique de certaines pathologies, dont les complications de la maladie diabétique. Diapo suivante. Maintenant, par rapport à la place du pharmacien dans le système de santé. En Algérie, il y a actuellement, il y a un pharmacien pour 3466 habitants, ce qui est un chiffre correct par rapport, si on le compare avec les autres pays de l'Afrique. Diapo suivante. La pharmacie algérienne est représentée par 12 500 pharmaciens d'officine. Il y a environ 2000 étudiants qui sont diplômés chaque année au niveau des 10 facultés de pharmacie du pays, une répartition équitable au niveau national, même au sud du pays. Donc, les 1551 communes du pays disposent d'au moins une pharmacie d'officine. Diapo suivante. Les missions du pharmacien sont définies par la loi. Donc, la loi sanitaire algérienne qui a été promulguée en 2018 précise que le pharmacien assure des services liés à la santé et participe à l'information, au conseil, au suivi et à l'éducation thérapeutique pour la santé des usagers. Diapo suivante. Maintenant, arrivant à la maladie diabétique. 2 enquêtes nationales ont été réalisées pour la détermination de la prévalence du diabète. La première en 2005, l'enquête Taïna, qui a rapporté une prévalence de 12%, et une deuxième enquête plus récemment, en 2016, qui a été menée selon le modèle Stepwise de l'OMS et qui a donné une prévalence encore plus élevée de 14,4%. D'autres études locales ont mis en évidence des prévalences très proches. Diapo suivante. Cette diapositive représente le fardeau épidémiologique du diabète, mais également des autres facteurs de risque cardiovasculaire dans le pays. On remarque que les prévalences de l'obésité, du surpoids et de l'hypertension artérielle, ainsi que le diabète, sont très proches des prévalences retrouvées dans des pays européens, c'est-à-dire des pays développés. Diapo suivante. Une revue systématique a mis en exergue encore le fardeau économique et épidémiologique de la maladie diabétique. Diapo suivante. Ce tableau, en réalité, représente l'ensemble des études algériennes réalisées sur le sujet et on remarque que le diabète est réellement un facteur, c'est-à-dire une maladie qui a une prévalence importante et constitue un fardeau épidémiologique et économique très important dans le pays. Diapo suivante. Donc, c'est ce qui a amené les autorités sanitaires et en collaboration avec plusieurs sociétés savantes à élaborer des recommandations algériennes en matière de prise en charge de la maladie diabétique. Ces recommandations ont été publiées en Donc, cette étude, l'étude Diabcare, qui est une étude célèbre chez les qui prennent en charge le diabète en Algérie, elle a été menée auprès de 1005
patients et elle démontre que, diapo suivante, donc cette étude démontre que 1005 patients algériens dont la moyenne de l'hémoglobine glyquée est de 8,52%, 7% des diabétiques seulement dans cette étude rapportent qu'ils ont déjà bénéficié d'une éducation thérapeutique auprès d'un pharmacien. Diapo suivante. Donc, ce tableau démontre le profil pharmaco-épidémiologique de la prise en charge du diabétique algérien. Donc, on remarque que la majorité des patients sont sous biguanide. Donc, 55% des Algériens sont sous biguanide. Une bonne partie également est sous insuline et 51,3%. Diapo suivante. Prof, Oui. il vous reste 6 minutes. OK. Merci. Donc, une autre étude, diapo suivante. Une autre étude, elle a montré également qu'une bonne partie des diabétiques algériens est sous ADO seul. 51,3% des patients diabétiques de type 2 rapportent qu'ils ont bénéficié d'une éducation thérapeutique. Donc, l'étude DiabCare a été menée en 2010. L'étude IDMPS a été menée en 2017. Donc, c'est juste pour vous dire que le rôle du pharmacien a vu vraiment une évolution importante. Diapo suivante. Encore, diapo suivante. Donc, ce tableau démontre que les patients algériens, 24% des patients algériens sont sous insuline et antidiabétique orale et 6,6% sont sous insuline. Donc, c'est-à-dire, cette diapositive montre que les patients algériens sont parmi les patients les plus insulinés du continent africain. Diapo suivante. Encore, diapo suivante. Maintenant, quelle est la place du pharmacien? Donc, je vais vous montrer les résultats de 2 études qui ont été réalisées sur la place du pharmacien en Algérie. Cette première étude qui a été menée en 2017 et qui a concerné les facteurs associés à la mauvaise observance thérapeutique chez les patients diabétiques algériens. Diapo suivante. Donc, cette étude a mis en évidence que 47% des diabétiques algériens seulement sont des bons observants. Ils observent leur traitement correctement. Diapo suivante. Donc, avant de parler, cette diapo démontre que le manque d'informations sur la maladie diabétique et le manque d'éducation thérapeutique étaient un facteur de risque d'une mauvaise observance chez les diabétiques algériens avec un odds ratio de 1,73. Diapo suivante. Donc, avant de revenir au tableau et de parler sur le deuxième facteur de risque, je tiens à signaler que les patients algériens bénéficient de ce qu'on appelle le système Shifa, et les patients qui bénéficient de ce système sont suivis par des pharmaciens d'officine. Diapo suivante. Donc, l'étude a montré que les patients non assurés, c'est-à-dire les patients qui ne bénéficient pas d'une prise en charge d'un pharmacien, c'est des patients de mauvais observants, avec un odds ratio très important de 12,87%. Diapo suivante. Donc, en conclusion de cette étude,
on peut lire qu'il est essentiel que le pharmacien aide à mettre en place une stratégie de rappel aux patients. Et chez les patients âgés, l'intégration d'une tierce personne dans la prise en charge du diabète et l'assistance d'un pharmacien pour l'autosurveillance glycémique est très importante et primordiale pour la prise en charge de sa maladie. Diapo suivante. Une autre étude, elle confirme notre étude, c'est une méta-analyse sur la mauvaise observance thérapeutique et l'éducation thérapeutique des patients diabétiques en Afrique du Nord. Diapo suivante. Donc, elle montre que l'observance thérapeutique est réellement un problème important en Algérie et dans les pays voisins. Diapo suivante. Diapo suivante. Encore. Diapo suivante. Une dernière étude. Donc, cette étude, c'est une étude sur l'autosurveillance glycémique chez les diabétiques algériens. Diapo suivante. Donc, elle démontre que la grande majorité des diabétiques algériens disposent d'un outil de mesure de glycémie capillaire. 62% disposent d'un seul glucomètre, 22% disposent même de 2 glucomètres et 8% disposent de 3 appareils, ce qui pose un réel problème médico-économique. Diapo suivante. Donc, malgré les efforts consentis pour mettre à la disposition du patient des glucomètres, cette étude a mis en évidence que 62% des patients n'adhèrent pas correctement à l'autosurveillance glycémique. Diapo suivante. Diapo suivante. Ce tableau montre que les recommandations, par contre, les recommandations de prise de glycémie capillaire sont respectées par la grande majorité des patients qui adhèrent à l'autosurveillance glycémique. Diapo suivante. Le point fort maintenant, c'est que 72% des patients précisent que l'éducation thérapeutique en matière d'autosurveillance glycémique est réalisée par le pharmacien d'officine en Algérie. Diapo suivante. L'étude, donc on peut, dans sa conclusion, précise que cette étude montre que la pratique quotidienne de l'autosurveillance glycémique est réalisée dans la majorité des patients algériens. Les professionnels de santé et le pharmacien d'officine jouent un rôle majeur dans la prise en charge de l'autosurveillance glycémique chez les diabétiques. Diapo suivante. Diapo suivante, encore. Suivant. Maintenant, les défis actuellement en matière de prise en charge de la maladie diabétique et la place du pharmacien dans cette prise en charge, c'est l'introduction des pompes à insuline qui sont actuellement utilisées dans très peu de centres en Algérie, la problématique des insulines biosimilaires et de l'interchangeabilité, la non-disponibilité des agonistes des récepteurs du GLP-1 et de la surveillance du glucose en continu, et le fait que le numérique est très peu utilisé dans le pays. Diapo suivante. Donc, en conclusion, à ce jour, l'efficacité clinique et économique de la place du pharmacien dans la prise en charge du diabète est établie dans plusieurs pays, du fait notamment des avantages de proximité que présente le pharmacien d'officine. Cependant, une organisation en réseau pluridisciplinaire est nécessaire pour que les médecins et les pharmaciens puissent se compléter et pour que les patients soient orientés en consultation médicale à chaque fois que nécessaire. Par ailleurs, la standardisation des pratiques et la certification des connaissances des pharmaciens sont aussi primordiales pour mettre en œuvre cette stratégie. Et enfin, le numérique est une voie prometteuse pour la formation des pharmaciens et le suivi des patients diabétiques dans le pays. Voilà, je vous remercie et je m'excuse des 4 minutes supplémentaires. Merci. Merci beaucoup, Prof. Thank you, Prof. Merci. Mohamed. Merci beaucoup, professeur.
Okay, I was changing the language. Donc, j'étais en train de changer la langue. Et donc, je voulais juste résumer ce que professeur Mohamed nous a dit Two or three words. en 3 mots. Professor Mohamed has presented Mohamed nous a présenté Algeria. le système de santé en Algérie et avec beaucoup de détails. La présentation des pharmacies en Algérie et de leur rôle par rapport au diabète diabetes. dans le combat contre le diabète. Pharmacies Le rôle des pharmaciens est central Algeria. en Algérie. Et against diabetes. combattre le diabète, Guidelines il y a des guidelines qui ont été mis en œuvre, mis en place to increase the role pour of pharmacists in Algeria. en fait augmenter ce rôle, What he said, lui faire prendre plus de place. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est important il est important de savoir que les pharmaciens, the health system le système de santé en Algérie, has health insurance. health donc, insurance in est Nigeria porteur d'une couverture is important. d'assurance. Et ça, c'est It important facilitates parce que cela facilite the pharmacist. le rôle du pharmacien. The euh, medicines Les are not médicaments ne coûtent pas, ne sont pas hors de prix pour le patient. costly. He has highlighted also the Il a également La mis en collaboration. lumière le manque de collaboration professional avec les autres professionnels, has to be mais increased. et que c'est un secteur à Challenges. développer et à augmenter. Et le défi, New drugs et c'est à cause des Ah non, nouveaux t'as vu. médicaments qui ne sont pas disponibles insulin. là-bas. Il a dit quelque Insuline. chose sur l'insuline. L'insuline est utilisée, est beaucoup utilisée en Algérie, plus que dans tous les autres pays africains. This is what Et je pense que ça, c'est We un have enseignement discovered from Algeria. que l'on a Yeah. pris, que l'on prend donc de l'expérience algérienne, et que quelque chose qui doit être commun avec une Between- collaboration entre les professionnels pour de tous les professionnels de santé Diabetes. dans cette lutte contre le diabète. Thank you very much, Merci beaucoup, Professor Mohamed, professeur. Merci, professeur Mohamed, for your contribution. Merci. pour Thank votre contribution. you for Je vous giving us remercie. all those information. Merci de nous avoir donné toutes ces informations de votre pays. Merci beaucoup. Do we have questions in the chat box? Est-ce qu'on a des questions dans la chat box, chers collègues? Hi, Prosper. Mila, With the Q&A box. Also, donc, oui, il y a. present Merci beaucoup à tous nos speakers pour leur excellente présentation. questions, so I'll try to summarize them for you. Our Donc, first question on va essayer de résumer les questions pour how vous. we La can première increase question, c'est comment augmenter le rôle des pharmaciens dans la gestion des maladies non transmissibles et du diabète. we need uh, some further research to help Donc, improving est-ce our qu'il role. f- on a besoin our- de recherches supplémentaires pour améliorer notre rôle. Les collègues ont aussi partagé des recherches et des résultats importants Diabetes. Mais- autour de la question du diabète, And I mais peut-être could que je pense qu'on peut être posé à tous les intervenants. Quel domaine en particulier pour les pharmaciens, pour comprendre le rôle des pharmaciens et l'améliorer, sur quel domaine doit-on se focaliser et de quoi a-t-on besoin en termes de recherche supplémentaire? Voilà la première question. Donc, je vais demander à tous les intervenants d'ouvrir leur caméra pour qu'on puisse les voir. Okay. The first question, how do you La première question, Oui. c'est comment augmenter le rôle des pharmaciens dans les maladies non transmissibles et le diabète? Et pensez-vous qu'une recherche, enfin de la recherche supplémentaire peut aider dans ce domaine? will answer the Qui question? souhaite répondre? Three speakers Euh, can D'entre vous, prenez la parole. Je vais commencer par les dames de Kenya. Très bien. Je vais répondre à moitié à la question. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux domaines de recherche que l'on a besoin d'explorer, mais il y a beaucoup de données qui montrent que
les pharmaciens améliorent en fait l'observance à la médication, les pharmaciens améliorent la compréhension des patients. En fait, les pharmaciens attrapent au vol et empêchent beaucoup d'erreurs médicamenteuses. Et je pense que le gap, c'est entre la connaissance et la pratique, parce qu'en fait, les connaissances, on les a déjà obtenues dans la pratique, et peut-être que la recherche pourrait jouer un rôle par rapport à la pharmacogénomique et ce genre de domaine. Mais mon point de vue, c'est qu'il faut vraiment il faut couvrir ce gap entre connaissance et pratique. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup, Daniela. Imran? Et j'aimerais dire que, en fait, si on regarde le programme en Afrique du Sud par rapport aux études, par exemple, il n'y a pas beaucoup de temps consacré au diabète et à ces conditions-là, alors que les taux de prévalence sont si élevés en Afrique du Sud, en Afrique et puis dans le monde, en fait. Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on amène cette légion de nouveaux jeunes pharmaciens dans le monde avec une connaissance plus forte? Donc, pour répondre au point qu'a soulevé Daniela, c'est qu'en fait, on essaie d'amener l'intelligence artificielle dans le système, mais en fait, il faut que les pharmaciens comprennent que regarder de façon isolée à des données, c'est pas simplement, enfin, on a besoin de, pas forcément de ça simplement, mais de pratiques combinées, fusionnées, où les patients qui ont un diabète soient recommandés, renvoyés à un médecin référent. Donc, il faut fusionner ce qui est fait par les soignants parce que en fait, ils reçoivent l'anamnèse, ils reçoivent les résultats et puis les pharmaciens, très bien, quels sont les niveaux d'observance de ces patients et comment est-ce que ce niveau d'observance en fait correspond aux résultats cliniques, c'est-à-dire au devenir et comment est-ce qu'on voit une amélioration dramatique en fait de l'état du patient ou est-ce qu'on ne voit pas? Et c'est en faisant correspondre en fait et faire travailler ensemble, faire partager des informations par tous ces professionnels et développer en fait un réseautage qui repose sur une intelligence artificielle dont on utilise toute la force. Donc, quand vous avez, le pharmacien peut dire, voilà, ce patient arrive avec un tel indice de masse corporelle, avec une telle condition, que tout ceci permette en fait, avec cette coordination, de ne pas perdre de temps. Et puis, en fait, il s'agit ici de voir pour les patients d'ajuster la prise en charge et certains patients peuvent être pris en charge d'une manière qui repousse à 2-3 ans ou plus leur mise sous insuline. Certains patients, on pourra constater, le pharmacien pourra dire tout de suite, il faut les mettre sur insuline maintenant. Professeur Mohamed, professeur Mohamed, est-ce qu'il faut que je vous répète la question? Non. Donc, merci. Je rejoins Imran lorsqu'il parle de l'importance de la formation du pharmacien, notamment la formation initiale où nos cursus, même le cursus de formation des pharmaciens en Algérie, ne dispose pas d'enseignement approfondi en matière de prise en charge de la maladie diabétique. Le rôle du pharmacien, maintenant, c'est prouvé par plusieurs études, ne se limite pas à la délivrance des médicaments antidiabétiques et c'est un professionnel qui prend en charge une prise en charge à part entière du diabète. Il va aider le patient à suivre sa maladie, il va expliquer l'intérêt des médicaments prescrits, il aide à organiser la prise en charge des traitements jour après jour. Il va apprendre aux patients à connaître les signes d'une potentielle hypoglycémie également, parce que plusieurs patients insulinés sont sujets d'hypoglycémie parfois. Il va apprendre à réaliser l'autosurveillance glycémique. Il va également aider les patients à adapter les doses
d'insuline en fonction des résultats de l'autosurveillance glycémique, tout ça de par sa proximité. L'Algérie dispose de 12 000 pharmacies d'officine, donc les patients peuvent se présenter dans une pharmacie beaucoup plus facilement par rapport à une consultation médicale. Et je pense que les défis en matière de participation du pharmacien et de la recherche dans ce domaine, le défi est triple. Premièrement, c'est la formation initiale et continue du pharmacien. Le deuxième levier, c'est l'introduction du numérique parce qu'il va aider les pharmaciens à faire, c'est-à-dire à faire de l'éducation thérapeutique, etc. Et le troisième levier, en réalité, un levier médico-économique. En Algérie, on a un phénomène, vu que l'assurance maladie englobe 98% de la population et c'est une assurance maladie qui est parfois généreuse, il y a plusieurs problèmes médico-économiques qui se posent. Voilà. Merci, professeur. Thank you. Merci, professeur, pour cette réponse très complète et complexe. Merci à tous. Est-ce qu'on a une autre question? Yes, Prosper. Oui, Prosper, on a une autre question. Je vais aller voir dans la question. We have few more questions. Donc, plusieurs questions. Je vais essayer d'y répondre. The speakers can answer one Donc, question. We received a question from our colleague, Asma Fatumutu. Asma Fatumutu, notre collègue, j'ai perdu le début de sa phrase. Donc, la question, je pense, c'est autour de l'éducation et de la formation des pharmaciens et l'avancée des pratiques et comment devenir un praticien avancé de façon générale, comment améliorer nos compétences en termes de prise en charge pharmaceutique, peut-être. On peut aussi demander aux intervenants leur perception sur l'éducation, les compétences, les formations dans les études initiales et aussi en formation continue. Non, je pense qu'on a commencé à répondre à cette question lorsqu'on a écouté Imran et Mohamed. Ils ont commencé à aborder ces questions de l'éducation. Donc, le manque d'éducation dans le programme d'études initiales. Mais je vais demander à nos interventions ce qu'ils en pensent. Quand est-ce qu'on peut commencer à parler du diabète? À quel niveau au moment de l'éducation du pharmacien? Où est-ce que ça commence? Peut-être Daniel, peut-être? On va commencer avec vous, sans doute, Daniel. Je pense l'éducation, c'est à deux niveaux. D'abord, sur la base, il faut revoir le programme. Est-ce qu'ils se sentent compétents lorsqu'ils ont fini leurs études? Donc, la FIP a un cadre de développement des compétences dans différents pays, par exemple au Kenya. Ils nous ont aidés à cartographier nos compétences, les compétences des pharmaciens traditionnels. Donc, une fois que ce cadre est mis en œuvre, en fait, c'est que par rapport à ça, on peut évaluer s'il faut changer le curriculum, le programme des études initiales. Et en fait, quand ils vont dans des domaines de pratique, là, encore une fois, une revue doit être mise en œuvre pour voir s'il faut changer les programmes. Merci. Imran? Oui, je pense que c'est une question très intéressante et je pense qu'au niveau universitaire, c'est-à-dire
au niveau des études initiales de pharmacie, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans l'évolution de l'environnement de pratique. Et en fait, c'est une question de, voilà, attitude, en termes d'attitude. Donc, quelle que soit la décision du pharmacien par rapport à ce qu'il veut avoir comme type de pratique, en fait, il faudra avoir un temps de pratique pour voir comment il peut intégrer son rôle dans tout le parcours thérapeutique en lien avec les autres. Donc, on a un cours qui dure 3 mois et qui commence en fait à introduire, à présenter comment dire, à la personne en formation à quel moment il peut s'intégrer, dans quel cadre. Donc, je crois qu'il y a ces espaces de niche par rapport à… Non, non, on n'a jamais eu ça dans le passé. En fait, un médecin généraliste, il peut aller se développer et faire des spécialisations pour avoir une spécialisation en gastro. Et puis, par exemple, en pharmacie, ça serait bien de pouvoir fournir en fait ces possibilités d'avoir une spécialisation, un pharmacien oncologiste, par exemple, un pharmacien radiothérapie, en radiothérapie, etc. Donc, les pharmaciens doivent être capables de comprendre comment fonctionnent les dispositifs, par exemple les pompes à insuline, parce que en fait, ils passent de la phase adolescent, jeune adulte qui fait des études, et puis tout d'un coup, ils sont diplômés sans avoir eu cette, comment dire, cette phase où ils vont être exposés aux différentes possibilités de pratique pour eux. Donc, je pense que la formation et puis d'être en contact avec le terrain par rapport à ces études est très important. Ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, professeur, donc on va finir avec vous, professeur. Oui. En fait, le diabète peut être une source de création de travail pour les pharmaciens par rapport à ce que viennent de dire Daniel et Imran. Donc, qu'en pensez-vous? Je peux intervenir? Mohamed. Oui. Donc, c'est vrai. Donc, ça a été précisé par les collègues. Il est important que les pharmaciens prennent conscience que leurs aptitudes ne s'improvisent pas. C'est-à-dire qu'il est indispensable d'acquérir les outils adéquats et la formation adéquate. La formation initiale en faculté, mais également une formation continue et qu'ils doivent puiser également dans d'autres domaines parce que l'éducation thérapeutique, par exemple, nécessite des connaissances et des compétences en psychologie, en sociologie et en pédagogie. Voilà. Thank you. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre réponse. Et donc, je pense que je vais revenir à Nihan. Est-ce qu'on a assez de temps? On a beaucoup de questions, mais on a peu de temps. Donc, je propose une option à tous nos intervenants. On peut continuer avec notre session et je peux demander à nos intervenants d'aller répondre directement dans la chat box. Si vous trouvez des questions auxquelles vous avez envie de répondre et que par rapport à la santé numérique, par exemple, comment établir des feuilles de route régionales, par exemple, sur comment établir la prise en charge du diabète par les pharmaciens. Donc, je vais vous demander à vos intervenants, aux 3 intervenants, d'aller regarder les questions et puis y répondre, que ce soit en anglais ou en français. Et nous, on peut continuer ensuite avec la partie principale. Donc, merci. Donc, vous avez des questions auxquelles vous pouvez répondre directement en français ou en anglais.
Donc là, pour vous en particulier, professeur Mohamed, vous pouvez, notamment il y a une question sur le système de santé algérien, ça serait bien d'avoir votre réponse directe. To continue the next point Donc on va continuer. about FIP. La slide suivante, ça Intervention. concerne les interventions de la FIP et les initiatives sur la prévention, le dépistage et le traitement, la prise en charge du This diabète. will be presented by Et our donc, ça friend va être présenté par nos amis Pinto. Gonzalo Souza Pinto, Goldman qui and est en fait chef FIP. d'une division de la FIP. Désolée, je l'ai Gonzo. perdu. To you. And thank you Merci very much beaucoup. for Merci de to m'offrir cette occasion de montrer en fait le programme de transformation de la FIP sur le diabète. well, I share my Je vais screen partager mon écran avec vous. and there we Voilà. go. Donc, So, as I was saying, le programme de transformation des pratiques sur le diabète, ça fait Programme partie by d'un programme qui s'appelle Practice Transformation Program sur les TDs, of which that maladies one non of transmissibles. Donc, le the diabète fait partie des 5 maladies and et on strategies to essaye support de développer des ressources et des an stratégies pour individual aider pharmacist around the nos world membres the way they organisationnels, practice. institutionnels et individuels address the burden pour prendre en of these charge en five fait ce fardeau des diabètes et des problèmes de santé chroniques. So, as I Donc, was comme je le disais, saying, donc FIP, Programme. sous le parapluie de ce programme, il y a des publications, des événements, des outils our member pour organizations, soutenir nos and also organisations individual membres et pharmacists puis également les addressing and individus, introducing a series of euh, evidence-based interventions into their pour practice. intégrer dans leur pratique des interventions evidence-based, Various, donc fondées sur des preuves, or roles et that le rôle de la people FIP that pharmacists et le rôle que managing, les pharmaciens peuvent jouer dans la conditions. prise en charge de ces problèmes dans for leur each of pratique. Pour areas, and chacune de we're ces focusing now pathologies, on se focalise ici on maintenant FIP, sur le diabète, mais la FIP va publier un manuel, un handbook qui décrit en fait les différents types d'interventions from around et the puis world. des exemples du So vrai monde evidence that's et puis les preuves à also a l'appui de ces guideline, interventions. companion guide Et for puis, the il y a un knowledge guideline comme require, compendium, for compagnon bringing pour these interventions for each des of the disease areas. connaissances et So this guide compétences nécessaires. pharmacists Donc, individually et the tout competencies ça, they ça va permettre aux amended pharmaciens individuels en competencies fait, de that are required cartographier leurs for the propres delivery of these connaissances interventions. et identifier It also provides guidance euh, for academic et ça leur donne institutions aussi en and, fait une guidance sur providers les in order institutions académiques qui peuvent content of education fournir and de la training formation in continue. order to develop these competencies. Et So donc, the voilà, handbook ce for pharmacists was handbook launched a été lancé en novembre de l'année dernière et il décrit une série d'interventions qui seront mentionnées in the dans following la slide slides, suivante. Je but I voulais wanted juste to partager avec with vous you that you can qu'on download this peut publication. télécharger gratuitement cette publication à partir du site web de la Particularly, we FIP et que en fait il y a This is for un site non-communicative. également qui a été ncd.fip.org, and I invite you to visit this website ncd.fi.org. Je vous invite à aller voir to pour support, trouver les ressources pour vous aider dans votre pratique pharmacy au quotidien practice et pour aider dans around cette transformation NCDs. de la pratique des pharmacies. As an Donc, overview, juste un just survol the program itself du focusing programme. Il y a un programme sur le diabète. Donc, les interventions par les pharmaciens dans le domaine de la prévention and its par rapport complications, au diabète et ses complications, l'éducation education, health thérapeutique literacy, et nutritional en fait un support, soutien nutritionnel, une interventions éducation non-pharmacological that can au mode de vie. address Et and keep pour people que les healthy, gens restent en bonne santé the le plus longest and longtemps the disease et from empêcher developing. la maladie de se développer. Et il y a aussi une section sur le dépistage et le renvoi vers des médecins référents.
et puis le point de soin, can identify donc patients that have a higher la capacité developing, d'identifier des diabetes. patients qui ont un risque plus élevé developed diabetes, perhaps an early stage, and needs to be referred et qui auraient besoin d'être envoyés vers des médecins avant, pour avoir un diagnostic avant qu'on initie un traitement. We have Donc, il y a intervention des interventions aussi en termes de médication, parce que pour des problèmes chroniques, il faut une bonne observance. the maximum and the optimal results and outcomes from the treatment they are receiving. So we Donc, address on also s'occupe common aussi des Pour, médicaments communs pour le traitement des diabètes et pour le contrôle de la also maladie. a Il y a section aussi une section sur la prévention et la prise en charge des complications, parce qu'on sait que le diabète peut amener à des complications multiples, y including compris le pied diabétique et des as well, amongst others, complications and it's important ophtalmologiques. to be Et il aware faut of que the les pharmaciens soient conscients de l'existence de ces risques, signs and puissent again les refer them identifier to et puis puissent follow donner un soin et puis recommander à un médecin référent. section on Et various maintenant, je vais parler these. également des obstacles So I do encourage you à ces to services. Et donc, je vous invite à lire great cette help publication parce que ça aide developing vraiment a service to dans la your mise patient. en œuvre de mise à disposition de And services. in addition to Et this, en in plus de November ça, donc, last en novembre de l'année dernière, la FIP a organisé une série d'événements digitaux qui étaient I've just focalisés described, sur available et qui on sont the disponibles sur le site and web again, de la FIP. and also on the LCD's microsite. Regardez donc events.fip.org. Thank you very much for your Avec attention. ceci, je conclus en vous remerciant pour votre attention. Non. Countries. Thank you. Thank you, Gonzo. Thank you very much. Merci. Merci Very rich information. pour ces informations très FIP. précieuses, donc pour soutenir la FIP Our members. et Then pour I le will soutien à nos hand the membres. floor to Et maintenant, je vais passer la parole à talk about Kadir knowledge. Sarah pour nous Great parler guy. des connaissances et des compétences, donc les In guides diabetes. de référence par rapport aux connaissances et aux Handbook. compétences et sur le handbook, le manuel pour les pharmaciens. Merci beaucoup. Sarah, à vous la parole. Hi everyone. Bonjour à tous, mon nom c'est from Sarah Khadir, je suis une pharmaciste Pharmacist, remote et je intern. fais partie de Young Pharmacist Remote Intern, c'est-à-dire The Knowledge à and distance. Skills Reference Guide for And- Professional Development in Diabetes. Et en A fait, companion la to the question, FIP c'est les Diabetes connaissances et les compétences, un guide de I have had référence pleasure pour le to develop développement, with pour Dr. Del Diabet. la formation continue dans le diabète. International Pharmaceutical Federation. A little background. So, Donc, un as petit described peu earlier, comme mon pharmacists collègue have l'a an dit important tout à l'heure, addressing the les pharmaciens diabetes, ont un rôle à diabetes, jouer sur la réduction screening. du diabète en termes de prévention, de People living dépistage et de prise en charge. Donc, on a un manuel. L'année dernière, on a pharmacists développé ce handbook, ce manuel l'année dernière, qui décrit en fait tous les services qui peuvent être fournis par les pharmaciens dans le domaine de are uniquely positioned to provide the right range of services to prevent, identify, and manage people with diabetes, as well as to Et support the donc, care provided by ce handbook of the offre en fait beaucoup d'outils et de possibilités pour aider les patients, services. pour pouvoir Pharmacists amener des soins optimum et puis des services optimum dans le cadre de la Here, prise a en charge companion du publication is being developed to support diabète. pharmacist C'est professional development. pourquoi cette année, on a développé une identifying- publication pour accompagner ce premier manuel et ça a été développé pour soutenir en fait Being a le développement, la formation continue Management par handbook. rapport au diabète, en identifiant les domaines de connaissances et les domaines de compétences nécessaires pour fournir des services tels que c'est en fait décrit dans le manuel. This guide will also
Continuing Donc, professional development ce guide key consideration for programs and courses in diabetes. All this ce aligns guide with met aussi en œuvre, montre aussi Development of tous les workforce, programmes disponibles par rapport à of cet développement et cette formation And continue. Donc, to get closer to offering optimal health services to patients, making sure that no one is left behind. donc, pour s'assurer qu'aucun patient ne soit laissé de côté. Donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, In the 2021 handbook. This was dans supported le manuel de 2021, by please an slow advisory down. group which Wow. was made of 9 experts Elle in va un peu trop vite dans sa lecture, je suis to désolée. deliver c'est well difficile à described suivre. and comprehensive state of statement on the knowledge and skills required in diabetes for practicing pharmacists. Next slide, please. The statement of knowledge and skills in diabetes. Donc, en fait, la déclaration de connaissances et de compétences dans le diabète, c'est caractérisé par thème et lié à 4 compétences, pôles de compétences. La santé publique, pharmaceutique, l'organisation, la gestion, puis le développement professionnel. Et en fait, on a des domaines assez larges et puis transversaux qui couvrent ces compétences, ces pôles de compétences. The guide is organized into Donc, le guide est organisé en 2 points. Donc, il décrit en fait les connaissances requises par les pharmaciens et les compétences associées par rapport aux thèmes fondamentaux. in diabetes. So we have broad topic area that include main Donc, categories such as body on systems. a des catégories importantes, c'est-à-dire les catégories qui ont été mentionnées un peu plus tôt. We have core topics. Donc, nous avons aussi en fait and services provided in the management of diabetes. For example, in the broad topic of pharmaceutical care, a pharmacist should have knowledge in monitoring parameters, medicine, or prevention of complication. And finally, we have specific topics. Nous avons aussi des thèmes spécifiques all the knowledge qui concernent en fait toutes les connaissances nécessaires par rapport à la sécurité médicamenteuse et puis by pharmacists in diabetes care, organized in the same diabetes fundamental topics. And so who can benefit from this guide? Qui peut bénéficier de ces guides? On peut les utiliser pour un apprentissage personnel, donc sur votre temps personnel et qui fait partie de votre développement professionnel. Et c'est aussi un outil qui a été développé pour pouvoir aider à l'éducation et aux formations concernant le diabète. Donc, nous sommes vraiment très, très heureux de pouvoir mettre à votre disposition ces guides. Et nous sommes très heureux de vous dire que ces publications vont pouvoir être disponibles le 13 juillet. Veuillez regarder sur le site web de la FIP et puis partager cette information avec vos collègues. Voilà. Merci beaucoup à la FIP. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité de participer à ce projet. We are going now to see. Nous allons maintenant passer au sondage. You have questions. Donc, nous avons des questions. La question 1, c'est « Je trouve ce webinaire utile pour mon domaine de pratique. » Choix unique. Donc, fortement d'accord, d'accord, ni d'accord, ni pas d'accord, très fortement en désaccord. Donc, voici la première question. Je trouve ce webinaire utile pour mon domaine de pratique. Vous pouvez répondre. Et la réponse est fortement en accord pour 74% qui sont d'accord sur le fait que c'est utile. Et donc, d'accord, 26. Deuxième question.
Qu'aimeriez-vous apprendre dans les webinaires à venir sur l'amélioration de la connaissance médicale ou thérapeutique? Vaccination, Results. sur les questions carbo-métaboliques, les maladies infectieuses, les maladies tropicales étudiées, et veuillez partager votre avis sur webinar.fip.org. The results, Les résultats sont vaccination, 17%, cardiometabolic 27%, cardiométabolique, 27%, maladies infectieuses, 41%, maladies tropicales négligées, 14%. Et veuillez partager vos connaissances sur webinar.fip.org. Next. Le suivant. Donc, qu'aimerez-vous apprendre dans les webinaires à venir concernant l'amélioration du service pharmaceutique? Sécurité des médicaments, observance aux Application traitements médicamenteux, application numérique pour la pratique pharmaceutique, des plans de soins, programmes de soins innovants. Enfin, si. Et point, c'est partager votre avis sur webinar.fip.org. Les résultats sont safety, donc 19%. sécurité médicamenteuse 19%, observance médicamenteuse 5%, application numérique pour la pratique pharmaceutique, la pratique 46%, et programme de soins innovants en pharmacie 20%. Donc, quel mois correspond le mieux à ce que vous recherchez pour participer au prochain événement, juillet, août ou septembre? Et les résultats? Donc, quelques secondes encore. Donc, à quel moment aimeriez-vous avoir le prochain événement? It's taking more time than the other Ça prend plus de questions. temps que les Ok. autres questions, mais For- juillet, ça correspond à 49% des réponses ou des participants du public. Mois d'août, 31% et 19% pour septembre. Et quel moment de la journée Question number est le 5. plus approprié pour que vous puissiez participer à l'événement? Participate in the next event. 11 to 12. Donc, 12. de 11h à midi, de midi à 13h, de 13h à 14h, de 14h à 15h. 11, 12 is the best. Donc, le créneau le plus choisi, c'est celui de 11h à midi à 39%, et de midi à 13h, 18%, 1 p.m. de 1h à 2h, 2%, 13%, 2 to 3, de 1%. 14h à 15h à 31%. Announcements. Donc, quelques annonces pour les prochains événements. Donc, cette année, la FIP, la FIP Pharmacy Practice Research va en fait avoir un événement à Utrecht, à l'université de Utrecht, University of Applied Science, aux Pays-Bas. Donc, tous les étudiants en doctorat et en post-doctorat et leurs superviseurs, les chercheurs, les organisations et les personnes impliquées dans de la recherche sont bienvenus à cette réunion
pour pouvoir construire un réseau mondial de pharmacies, présenter leurs abstracts, leurs posters et puis augmenter en fait la contribution des pharmaciens à la santé. Il y aura des intervenants, des keynote sessions, des événements de réseautage et des discussions en table ronde. Réservez vos places et puis inscrivez-vous avant le 30 juin. Et nous sommes très heureux de vous inviter au 18e FIP World, au 80e congrès mondial de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques qui aura lieu à Séville en Espagne du 18 au 22 septembre 2022. Sous le thème Pharmacy United in the Recovering of Healthcare, c'est-à-dire la pharmacie unie dans la récupération des soins de santé. Les formulaires d'inscription sont déjà disponibles. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le site web sevi2022.org. En fait, vous le voyez aussi sur votre slide. La suivante. OK. Voilà, le programme, le thème, premier thème, ne gâchez jamais une crise. Il y a des enseignements à tirer pour l'état de préparation future. Le thème numéro 2, science et preuves à l'appui de la réponse au Covid-19. Thème numéro 3, faire face à des défis éthiques extraordinaires. Donc, ça va se passer, en fait, le congrès, vous aurez plus d'informations et pour bénéficier du tarif inscription précoce, enregistrez-vous avant le 15 juillet. Vous pouvez trouver les informations sur sevi2022.fip.org. Nous en sommes presque à la fin et je voulais conclure et essayer de résumer ce que l'on a appris aujourd'hui parce qu'on a appris beaucoup sur le diabète en Afrique. Le diabète en Afrique augmente. 15% Presque 15% des gens de 15 à 64 ans sont touchés par le diabète. Le coût du diabète est très important et le nombre de personnes qui sont touchées sur le continent augmente et augmente tous les jours. Le rôle des pharmaciens est important, mais le rôle des pharmaciens est important en collaboration lorsqu'ils collaborent avec d'autres professionnels, donc du dépistage à la prise en charge, l'éducation du patient, l'information au public. Et en fait, les pharmacies de ville ou de communauté, ce n'est pas simplement un dispensaire, un point où on dispense des produits, mais c'est un lieu d'éducation. Vous avez vu, on a vu le rôle important de la numérisation et l'impact que ça peut avoir dans la lutte contre le diabète. C'est pour ça que la FIP, l'un des objectifs de la FIP, qui est l'objectif numéro 20, a décidé d'encourager la numérisation partout où c'est possible dans le monde entier, parce que le bénéfice de ces nouveaux instruments, de ces nouveaux dispositifs, apporte vraiment des bénéfices importants. On parle aussi de l'éducation des pharmaciens qui devrait augmenter
les pharmaciens devraient être plus éduqués à l'école, dans le cadre académique, à parler du diabète et de façon continue, de façon permanente. Et l'observance du public est quelque chose d'important et la communication est également importante. Le rôle des politiques qui regardent la question du diabète en face est importante et devrait être encouragée. On devrait promouvoir ce rôle et ça relève du rôle des pharmaciens. Donc, la FIP est fondamentale et il y a des documents donc il y a des éléments sur lesquels il nous faut travailler tous les jours, tout le temps. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont venus participer à cet événement. Merci beaucoup aux panélistes, nous avons beaucoup appris. Merci beaucoup pour l'organisation qui est très bonne de cet événement. Merci Nihan, enfin, merci Mira et merci Arisa. J'espère vous voir à Séville. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Yag. Merci à tous. Au revoir. Thank you, Prosper, for excellent Merci moderation. Prosper pour votre excellente modération. Bonne journée à vous. Thank you. Merci.